Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite compilation, mais à thème cette fois-ci. On se retrouve pour des intrusions, ou du moins ça s'en rapproche à chaque fois. En même temps, petite annonce, on revient sur le vrai format à partir du mardi 5 septembre. Là, t'auras de la vidéo exclusive. Et voilà, je dis rien, mais il y a eu des petites préparations, il y a des belles choses qui arrivent, voilà. Donc là, c'est juste une petite compilation pour te faire attendre tranquillement, te faire monter un petit peu et tu vas voir que après, tu vas kiffer. Et donc toi là, si jamais tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, enfin regarde un petit peu, kiffe, et puis tu t'abonneras, comme ça tu louperas pas les prochaines vidéos, ok? Pour ceux qui connaissent, un petit pouce bleu, ça fera pas de mal. Voilà, je vous laisse kiffer cette petite compilation, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo exclusive. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clarisse. L'histoire s'est déroulée en Belgique à l'été 2020. Clarisse a 23 ans et elle nous explique que ses parents sont divorcés. Son père vit dans une grande maison dont il est propriétaire. Quand ils ont emménagé dans cette maison, à l'époque, il y a eu pas mal de travaux à faire. Installer une cuisine et un salon dans la cave. Du coup, ils ont 2 cuisines et 2 salons. Un ensemble à la cave et un au premier étage. En août, sa meilleure amie doit se marier et Clarisse est chargée d'organiser son enterrement de vie de jeune fille. Elle a donc organisé un petit week-end aux petits oignons avec plein d'activités. Spa, restaurant, activités sportives et une pyjama party. Elle a tout réservé, il lui manque juste l'endroit pour la pyjama party. Elle veut éviter de louer un hôtel ou un Airbnb vu qu'elle est à la limite du budget prévu pour ça. Clarisse propose donc de faire la fête chez son père. Elle sent que ça va être une super fête. Le salon du premier étage est quasiment vide. Après le divorce de ses parents, ils se sont arrangés pour les meubles de la maison. Sa mère a donc pris ce qui était au premier étage. Quant à lui, il a gardé ce qui était à la cave et au rez-de-chaussée. Clarisse a demandé à son père s'il pouvait dormir chez sa mère, comme ça elles auraient la maison tout le week-end. Ses parents s'entendent bien et ils acceptent. Le week-end arrive et les filles s'amusent comme des folles. Le spa est nickel. Leur journée tout entière est vraiment cool. Arrive le soir et elles vont toutes dans la maison de Clarisse. Les filles ont installé plein de matelas par terre pour dormir ensemble au premier étage. Une ambiance de folie. Après ça, Clarisse est partie prévenir ses voisins qu'elle organise une petite fête et que si elles font trop de bruit, les voisins peuvent l'appeler sur son téléphone. Vers 22 h, le copain d'une des filles l'appelle pour passer la voir. Sa copine lui demande alors les clés de la maison et sort rejoindre son petit ami. Clarisse lui rappelle de bien claquer la porte, sinon la porte ne se ferme pas automatiquement. Pendant la soirée, vers 23 h, l'une des filles veut fumer et demande à Clarisse de l'accompagner devant la porte. En descendant, Clarisse remarque que la porte d'entrée est grande ouverte. Elle se dit que son amie a oublié de bien claquer la porte. Ça la dérange, mais pas tant que ça. Elle nous dit que la maison est située dans un quartier relativement calme. Elle a quand même un petit réflexe. Elle verrouille la porte qui se trouve à sa gauche et qui donne un accès à la cave. Elle discute devant la porte d'entrée avec son amie qui est en train de fumer et elles entendent les filles au premier étage qui s'amusent et qui rigolent avec la musique à fond. C'est là qu'elles entendent quelque chose d'inhabituel. 3 gros booms qui proviennent de la maison. Le son est légèrement étouffé à cause de la musique qui est très forte et de l'ambiance de la soirée. Elle décrit le son comme si quelqu'un venait de frapper contre une porte ou un mur, mais vraiment fort. Clarisse et son amie arrêtent aussitôt de parler et elles s'échangent un long regard. Elles ne parlent pas, mais physiquement, chacune demande à l'autre si elles viennent d'entendre la même chose. Clarisse sait que ce n'est pas les voisins qui ont fait ce bruit car elle les a prévenus et ils auraient appelé sur son téléphone. Elle décide alors de rentrer dans la maison pour appeler une des filles qui est à l'étage. Elle veut savoir si c'est une des filles qui a peut-être fait tomber quelque chose. Tout en appelant sa copine, elle remarque quelque chose. Elle voit le porte-clés accroché à la porte de la cave qui tourne comme une girouette. Comme si les coups avaient été donnés sur cette porte. Et qu'ils sont d'une force incommensurable vu comment le tout bouge. Clarisse nous dit que là, ça y est, son sang est glacé. Clarisse et son amie restent figés devant le porte-clés qui fait des va-et-vient.
Elle nous décrit ça comme quelque chose de flippant. Son amie décide de monter pour prévenir les autres filles. Une autre fille descend alors et elle aussi ne comprend pas ce qui a pu se passer. Une des amies de Clarisse décide de ne pas passer par 4 chemins. Elle dit qu'il faut vérifier à la cave. Clarisse dit un petit ok, on est plusieurs contre un au pire. Mais avant ça, on va à la cuisine prendre des couteaux. Moi je veux pas descendre sans armes. Toutes les filles descendent lentement les escaliers. Elles se regardent toutes et ne comprennent toujours pas. Il n'y a personne. Elles regardent dans le salon aménagé, dans la buanderie, mais rien. Clarisse sait que personne n'a pu sortir vu que la porte d'entrée de la cave fait aussi porte de sortie. Il n'y a pas d'autre issue possible. Les filles sont maintenant rassurées, même soulagées, et elles décident de terminer leur soirée en beauté. Arrive le matin, les filles prennent un bon petit déjeuner pour retrouver des forces après la journée d'hier qui était éprouvante physiquement et mentalement. Clarisse descend vite pour aller chercher la machine à café qui se trouve dans la cave. Elle remonte vite fait avec les mains chargées du coup. Elle ne peut pas fermer la porte de la cave à clé sachant qu'elle a les mains occupées. Petit à petit, les filles commencent à rentrer chez elles et Clarisse finit par se retrouver seule dans cette maison géante. Elle n'a pas vraiment l'habitude d'être seule dans cette maison. Généralement, son père est avec elle. Les rares fois où elle s'était retrouvée seule ici, ça lui avait posé aucun problème. Mais aujourd'hui, elle ne s'y sent pas bien. Quelque chose la dérange. Elle a l'impression d'être fixée en permanence. Elle a la boule au ventre. Hier, les filles ont fait la fête et ont fait pas mal de bordel en vrai. Clarisse n'a pas la tête à ça, mais elle doit s'y résigner. Elle nettoie donc tous les restes de la fête. Par contre, elle évite d'aller dans la cave. Même si elle sait qu'il n'y a personne dedans, l'endroit ne lui plaît pas. Elle ne se sent pas à l'aise dedans. Il est maintenant 17h et Clarisse attend le dernier bus qui doit passer à 19h30. Elle est fatiguée et décide de faire une sieste sur un matelas en haut. Elle se réveille en sueur à 18h40. Ses jambes sont lourdes et elle a une boule au ventre. Elle se sent très mal. Elle a comme l'impression d'étouffer. Elle a besoin de sortir de cette maison. Elle est terrorisée. Elle prend le minimum nécessaire et elle sort de la maison. Elle laisse d'ailleurs la plupart de ses affaires là-bas. Une fois arrivée devant la porte de la maison, elle se sent un peu bête. Elle a l'impression d'être comme une enfant qui a peur de rester seule. Elle décide de plaisanter à voix haute. S'il y a quelqu'un, hésite surtout pas, je t'ai laissé du gâteau en haut. Elle claque alors la porte et elle marche 2 minutes jusqu'à l'arrêt de bus. Elle est soulagée, elle n'a plus peur et elle se sent de nouveau en sécurité. Vers 19h40, le bus arrive. Au moment où elle s'installe, le bus démarre et passe devant sa maison. Par pur réflexe, elle jette un coup d'œil vers sa maison. Elle s'est désintégrée sur place. Je reprends juste son expression. Elle aperçoit alors dans la maison une silhouette noire qui se tient vers la fenêtre du premier étage. Le bus roule trop vite et elle ne voit pas ce que fait l'individu. Tout ça s'est passé très vite mais elle est persuadée de ce qu'elle a vu. Elle en est convaincue. Il y a actuellement un individu dans la maison. Elle sait pertinemment que ce n'est pas son père. Elle se met à fondre en larmes. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va sortir de sa poitrine. Elle appelle son père en panique pour lui expliquer ce qui vient de se passer. Son père lui ordonne de rentrer chez elle. Et de son côté, il va s'occuper d'appeler la police. Son père prend sa voiture pour retourner à son domicile. Quand il arrive sur place, les policiers sont déjà là. Quand la porte d'entrée est restée ouverte par erreur, cet homme est descendu à la cave et s'est caché dedans. Il s'est retrouvé enfermé lorsque Clarisse a fermé la porte de la cave. Les 3 gros booms proviennent donc de lui qui a frappé sur la porte. Clarisse ne comprend toujours pas comment elle et ses copines ne l'ont pas vu lorsqu'elles sont descendues à la cave pour vérifier. Rien n'a disparu dans la maison. Ils ont juste trouvé les couteaux de cuisine et le grand ciseau de jardinage de son père posé soigneusement sur la table de la cuisine, à l'étage où se trouvait le gâteau. Et le dernier point qui est encore plus morbide, Clarisse a découvert par la suite que sa phrase avait eu de l'effet. Le gars s'était servi une part de gâteau. Elle sait pas ce qui aurait pu se passer si elle avait ouvert la porte au moment des 3 gros booms et elle se demande aussi s'il l'avait pas observé pendant qu'elle dormait. En tout cas, c'est le feeling qu'elle avait. Elle a plus jamais dormi dans cette maison et c'est ainsi que se termine cette histoire. À
Apparemment, quand elles ont fouillé la cave, elles n'ont pas fouillé à 100% non plus, elles n'ont pas regardé dans tous les recoins et peut-être qu'il s'était caché dans une armoire. En tout cas, c'est ultra glauque, je pense qu'il l'a regardé dormir clairement. Et le gars, il a le toupet de se servir du gâteau carrément. Sachant que là, quand elle a la confirmation que le gars était bien encore là à ce moment-là, elle se dit non mais sérieux, là j'étais toute seule, il y avait même plus mes amis. Heureusement, on n'a pas à le savoir, mais je pense que ça aurait pu être très grave. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clémentine. Elle nous dit que chaque soir, en rentrant de sa fac, elle a sa petite routine. Elle passe devant une école primaire, puis devant une église, la mairie, et enfin elle passe au centre-ville pour rentrer chez elle. Elle doit passer par une petite ruelle très sombre pour enfin arriver dans son petit appartement de 20 mètres carrés. Clémentine, elle aime pas du tout passer par cette ruelle. L'atmosphère est creepy, mais pas le choix, elle doit passer par là tous les jours, sinon elle rentre pas chez elle. Quand elle rentre de la fac, elle se pose sur sa chaise devant son bureau pour faire ses devoirs. D'ailleurs, ça fait un petit moment que sa chaise elle grince. Mais bon, généralement elle fait ses devoirs en écoutant de la musique, donc ça va. Généralement, après ses devoirs, elle se fait à manger et en fin de soirée, elle se pose sur son lit qui est vers le bureau pour chill devant Netflix ou sur YouTube devant une de mes vidéos. Ok, j'avoue, elle a pas dit ça, mais bon, je me suis fait un petit kiff perso, ça arrive. Maintenant qu'on a posé tout ce contexte, on passe au soir du 21 décembre. Clémentine, elle est enfin en vacances. Elle doit retourner dans sa ville natale le lendemain, du coup elle en profite pour se rendre à une soirée que ses camarades de classe ont organisée afin de fêter les vacances. Le thème de la soirée, c'est Noël, c'est logique. Et pour cette soirée, Clémentine, elle décide de se déguiser en Mère Noël. Elle décrit sa tenue comme légèrement sexy mais pas provocatrice. Clémentine, elle a prévu le coup, elle a sur elle un très long manteau pour le trajet, comme ça on voit pas sa tenue sexy en dessous. Elle commence à sortir de chez elle et elle a un fameux toc. Elle doit fermer toujours sa porte à double tour. C'est bon, elle a bien fermé la porte à double tour, du coup elle descend dans les escaliers. Quelques marches plus bas, elle tombe sur un homme. Il lui sourit et il la salue. Elle en fait de même et elle arrive devant la porte de son immeuble. La porte de son immeuble d'ailleurs qui est encore cassée, ça fait plus ou moins une semaine que la poignée de la porte elle est cassée. Clémentine ça la saoule, elle paye pas pour avoir un truc cassé non plus. Et surtout le proprio lui a assuré qu'il avait fait changer ça il y a 2 jours. Clémentine décide de se rendre à la soirée, à pied du coup, et elle nous dit que c'est à peu près à une vingtaine de minutes. Mais bon, il fait pas trop froid pour un 21 décembre. Les 20 minutes passent super vite, sachant qu'elle a ses écouteurs sans fil et elle écoute de la musique qu'elle kiffe. Elle finit par arriver devant une porte en bois. C'est l'immeuble dans lequel se déroule la soirée. Sauf que pour rentrer dans l'immeuble, il faut le digicode. Et Clémentine, elle connaît pas le digicode et personne lui a donné. Elle regarde s'il n'y a pas un gars de la soirée à la fenêtre, mais non, personne à ce moment-là. Au moment de sortir son téléphone pour appeler la personne qui organisait la soirée, elle voit un groupe de potes à elle et eux ils connaissent le digicode. Du coup, ils rentrent tous dans l'immeuble. Elle passe une très bonne soirée, elle a bu raisonnablement, enfin, c'est ce qu'elle pensait du moins. Vers les 2h du matin, elle décide de retourner chez elle. Clémentine, elle est crevée et elle veut profiter de son lit douillet avant de retourner chez ses parents pour les vacances. Clémentine dit au revoir à tout le monde et elle leur souhaite de passer de bonnes vacances. Au moment de partir, elle se dit que c'est pas raisonnable de rentrer seule. Il est 2h du matin, elle est dans une grande ville et elle est un peu éméchée. Elle demande à Steven, un mec plutôt musclé de sa fac, s'il peut la raccompagner. Steven accepte et Clémentine est plutôt contente. Petit bonus, apparemment Steven il est plutôt beau gosse. Sur le chemin du retour, Steven il lui parle, mais vraiment beaucoup. Clémentine ça la dérange pas du tout. Elle est un peu sous son charme et on le rappelle, elle est bourrée. Donc Steven doit l'aider à tenir debout sinon elle tient pas trop la route. Steven il la raccompagne jusqu'à sa porte d'entrée. Clémentine met la clé dans la serrure et après plusieurs tentatives, elle entend un clic. La porte s'est ouverte qui est d'ailleurs plutôt étrange, vu que normalement elle ferme à double tour. Mais Clémentine sur le coup elle est pas dans son état normal et elle se dit qu'elle est sortie assez vite pour se rendre à sa soirée et qu'elle a dû fermer qu'une seule fois. Clémentine fait la bise à Steven et le remercie de l'avoir accompagnée jusqu'à chez elle. Clémentine elle est claquée. Elle se glisse sous ses draps, elle a juste enlevé ses chaussures, du coup elle a encore son manteau sur elle. Elle commence à fermer les yeux pour s'endormir quand elle entend un bruit. Un bruit qu'elle reconnaît très très bien. C'est celui de la chaise de son bureau, comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Avec l'adrénaline, Clémentine retrouve un peu de lucidité. Et elle se rappelle de son fameux toc, celui de fermer la porte à double tour constamment. Et que là, elle avait réussi à ouvrir la porte avec un seul tour. Clémentine, elle se recroqueville en position fétale du côté opposé au bureau.
et elle met sa grosse couette sur ses épaules. Elle pouvait percevoir une respiration très lente et qui se voulait la plus silencieuse possible. Et ça se rapprochait de plus en plus d'elle. Elle commençait à sentir ce vent chaud et humide lui toucher la nuque. Cachée sous la couette, elle a réussi à sortir son téléphone de sa veste avec la plus grande délicatesse. Elle envoie un SMS pour dire à Steven de remonter le plus vite possible chez elle. Il y a un intrus dans son lit. Effectivement, il y a un poids qui vient de se poser juste à côté d'elle dans le lit. Et Clémentine, elle peut sentir un parfum qui lui est familier. Elle l'a senti quelques heures plus tôt, dans les escaliers. L'homme qu'elle avait croisé, c'était lui qui se trouvait à quelques centimètres d'elle. Elle a fermé très fort les yeux et elle a prié pour se réveiller de ce cauchemar. Elle rouvre les yeux et non, ce cauchemar est bien réel. Mais d'un coup, la porte fermée à double tour a sauté. Clémentine, elle entend alors la voix de Steven qui l'appelle. Steven s'est mis à crier et le poids à côté d'elle a disparu. Et quelques secondes plus tard, un gros bruit sourd a retenti. Clémentine a peur, elle est recroquevillée en boule et elle ne veut pas ouvrir les yeux. Steven finit par la rassurer et lui dire d'appeler la police. Clémentine a ouvert les yeux et elle a vu son sauveur lui sourire. Mais Steven n'était pas seul, il était en train de plaquer l'intrus sur le sol. Clémentine leur appelle la police pour leur expliquer la situation. Une dizaine de minutes plus tard, les policiers sont arrivés dans l'appartement. Le propriétaire de l'immeuble a été réveillé par tout ce bordel et lui aussi il est venu dans l'appartement de Clémentine. Finalement, il s'avérait que le proprio avait bel et bien fait réparer la porte de l'immeuble, mais elle avait à nouveau été dégradée le jour d'après. Son agresseur, si on peut l'appeler ainsi, était bien connu des forces de l'ordre. Il avait été arrêté à multiples reprises pour agression sexuelle. Clémentine a vite compris que sa petite routine en sortant de la fac avait sûrement conduit cet homme jusqu'à chez elle. Après cette histoire, Clémentine et Steven se sont rapprochés et possiblement ils pourraient se mettre ensemble. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite d'ailleurs. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lexi. Elle a 17 ans, mais au moment des faits, elle a 11 ans. Elle nous raconte cette histoire 6 ans après parce qu'elle a subi des traumatismes après cette histoire. Cette histoire commence un vendredi soir vraiment banal. Ses parents sont partis voir un spectacle. Elle est donc à la maison avec son grand frère Hayden et son petit frère Warren. Hayden, il a 14 ans, Lexi a 11 ans et le petit dernier Warren a 7 ans. D'ailleurs, ce sont pas les seuls enfants de la famille. Ils ont aussi un petit chien, Albert. C'est un chien très gentil et les enfants l'adorent. Elle nous dit que son grand frère Hayden s'occupait vaguement d'elle et de son petit frère Warren. Vu qu'il a 14 ans, Hayden il préfère passer son temps à jouer aux jeux vidéo plutôt que de passer du temps avec son frère et sa sœur. Hayden, quand il joue aux vidéos, il entend plus rien autour de lui. Il est très concentré. Pourrait y avoir le feu à 2 mètres de lui que ça le dérangerait pas du tout. Il finirait sa partie. Lexi, elle nous détaille comment est la maison. Au rez-de-chaussée, il y a un salon, une cuisine, une salle à manger et une salle de bain. À l'étage, il y a 4 chambres et dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Ce soir-là, Lexi elle est dans le salon avec son petit frère Warren pendant qu'Hayden est en haut dans sa chambre en train de jouer aux jeux vidéo. Les deux petits dans le salon regardent un film sur le canapé et à ce moment-là, il est aux alentours de 22h30. C'est l'heure à laquelle Warren doit aller dormir vu qu'il est assez jeune. Lexi ferme la télévision, les stores, les lumières et elle va pour monter avec Warren dans sa chambre. En montant les escaliers, elle a un mauvais pressentiment. Mais il n'y a aucun bruit dans la maison. Elle monte l'escalier avec Warren juste derrière elle. Elle se dirige lentement vers la chambre de Warren. Avant de tourner la poignée de la porte, elle souffle 2-3 fois avant de se donner du courage. Elle tourne la poignée. Lexi et son frère rentrent donc dans la chambre et Lexi ne voit rien d'anormal à ce moment-là. Mais Lexi reste méfiante. Le petit Warren prend son pyjama et va dans la salle de bain. Lexi essaye de se comporter d'une façon naturelle pour ne pas inquiéter son petit frère, mais elle est pas très bien de son côté. Warren se change dans la salle de bain, il nettoie ses dents et Lexi le raccompagne jusqu'à sa chambre. Elle attend qu'il s'endorme avant de sortir de sa chambre sur le bout des pieds. Elle va dans sa chambre et elle essaye de dormir. Elle essaye tant bien que mal pendant 2 heures. Elle peut juste pas dormir, elle cogite trop. Elle a peur pour son petit frère Warren. Elle se rend dans sa chambre et elle le réveille pour lui dire qu'il doit dormir avec elle dans sa chambre. Warren, il a 7 ans, il est 2h du matin, il accepte sans broncher d'aller dans la chambre de Lexi. Après avoir couché Warren avec elle dans son lit, Lexi entend des bruits qui viennent de la chambre de Warren. Elle décide de prendre son courage à 2 mains et elle se dirige vers la chambre de Warren. Quand elle arrive dans le couloir, quasiment devant la chambre de Warren, elle a une vision d'horreur. Elle voit un homme d'une 20aine d'années avec une arme à feu dans la main. Et il est en train de fouiller sous le lit, dans les couettes, dans le placard, dans la salle de bain de sa chambre, bref, partout. Lexi, elle est juste choquée.
Elle a 11 ans et elle sait pas quoi faire. Mais il y a une chose dont elle est sûre, elle ne veut pas mettre ses frères en danger. Elle réussit à retourner dans sa chambre en pleurant silencieusement. Elle a très peur et elle cherche quelque chose pour se défendre. N'importe quoi qui pourrait lui servir. Elle réveille Warren et elle lui dit en chuchotant qu'il doit se cacher tout doucement dans sa salle de bain. Elle veut aussi aller prévenir Hayden, son grand frère, mais sa chambre se trouve devant celle de Warren, exactement là où est l'homme armé. Par chance, Hayden a oublié son téléphone portable dans sa chambre. Lexi en profite pour appeler la police et elle leur explique qu'un intrus est dans leur maison, plus précisément dans la chambre de son petit frère et que cet homme est armé, que ses parents ne sont pas là et qu'il faut que la police arrive au plus vite. Les chambres de Lexi et de Warren sont collées, du coup Lexi peut entendre l'homme qui est furieux. Lexi se fige car elle entend maintenant l'homme se diriger vers la chambre d'Hayden. Lexi a le téléphone d'Hayden, elle ne peut donc pas le prévenir que quelqu'un est dans la maison. Actuellement, il doit dormir paisiblement après avoir joué aux jeux vidéo toute la soirée. Il n'est pas prêt à se défendre face à cet homme. Lexi entend l'homme ouvrir la porte d'Hayden. Lexi craint le pire, mais Albert, le chien de la famille, est maintenant à l'étage et il aboie comme un fou. Il a commencé à attaquer l'individu. Mais à ce moment-là, la police arrive dans la maison et arrête l'homme qui était encore en train de se débattre avec le chien. L'homme a été emmené de suite au poste de police. La famille a appris plus tard que cet homme avait déjà été arrêté pour cambriolage et pour meurtre de 3 enfants. Ils ont déménagé par la suite, Lexi et Warren se sentaient plus du tout à l'aise dans cette maison. Et c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. Je suis très content de cette histoire, c'est vrai qu'elle ressemble un petit peu à celle qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et il y a suffisamment de choses qui changent pour qu'elle soit racontée aussi, et celle-ci est vraiment très bien aussi. Et Lexi, mine de rien, 11 ans, mais elle a quand même senti le danger. Encore une fois, c'est encore un chien qui sauve des enfants, mais c'est un truc de fou. Parce qu'on peut clairement supposer qu'il les a vraiment sauvés vu que le mec a été arrêté pour cambriolage et pour plusieurs meurtres d'enfants. Donc Albert le chien a quand même sauvé ses enfants. D'ailleurs, est-ce que ça vaut pas un petit Albert le héros dans les commentaires? Moi je pense que si. Bonjour à tous. Pour commencer, je m'appelle Kelly et je vais vous expliquer quelques petites choses à savoir pour mieux comprendre. Tout d'abord, il faut savoir que mes parents sont décédés et donc ma sœur et moi habitons avec ma tante. D'ailleurs, elle tient une petite épicerie dans une petite ville où il y a souvent des embrouilles. Mais nous n'avons jamais eu de problème personnellement car ma tante connaît beaucoup de monde dû à son magasin et notamment les grands qui nous considèrent comme leur petite sœur. Ce qui est d'ailleurs souvent chiant car n'importe où nous allons avec ma sœur, ma tante est au courant à la minute. Les gens parlent vraiment trop. Enfin bref. Il faut aussi savoir que derrière l'épicerie, il y a une porte et quand on rentre à gauche, il y a des escaliers qui mènent à notre appartement. Et tout droit, il y a une porte qui mène à un bureau qui lui donne à l'épicerie. C'est donc par là que moi et ma sœur rentrons et aussi par là que les employés passent pour aller travailler. À cette période, l'employé qui travaillait avait perdu la clé de cette fameuse porte, ce qui fait que ma tante l'a laissée ouverte afin qu'il puisse rentrer et sortir comme il le veut. Elle fermait la porte à clé seulement le soir vers 21h quand l'employé avait fini son travail et était rentré chez lui. Un soir, on regardait un film, ma tante, ma sœur et moi. Et comme tous les soirs, l'employé active l'alarme et nous dit qu'il s'en va. Ma tante lui souhaite une bonne soirée et elle nous dit qu'elle ira fermer la porte quand le film se termine. Il restait encore 1 heure environ. Donc nous regardons notre film tranquillement, puis 15 minutes après on entend la porte s'ouvrir. En vrai on s'est pas inquiété plus que ça, vu que l'employé oubliait souvent des choses et revenait donc souvent après être parti. Mais cette fois l'alarme se déclenche. Et on n'est toujours pas inquiété car elle est un peu vieille et quand on appuie sur les touches trop vite, des fois elle en loupe une et donc se met à sonner. Mais généralement quand ça arrive, l'employé la stoppe directement, en mettant le bon code, ce qu'il ne s'est pas passé cette fois. L'alarme ne s'arrête pas, et donc on comprend qu'il y a un problème. Ma tante descend pour voir s'il y a quelqu'un, et je la suis. À cet instant, ma tante est devant la porte du bureau, complètement choquée de ce qu'elle voit. Moi je suis derrière mais je ne vois pas encore ce qu'elle voit. Et ma sœur qui était plus petite à l'époque était restée en haut des escaliers. Donc j'avance pour voir ce que ma tante regardait et je vois un homme assis dans le bureau avec un couteau, posé à côté de lui en train d'écrire quelque chose sur une feuille. Ma tante essaye dans un premier temps de s'approcher de lui en lui demandant « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là ?» Puis elle s'approche et l'homme se lève, attrape le couteau, le pointe vers elle et lui dit « Sortez de chez moi avant que j'appelle la police !» Ma tante, un peu perdue, me chuchote « Monte et appelle la police, dépêche-toi !» Sauf qu'en voulant monter, l'homme me dit de ne pas bouger. Je reste donc sur place, mais de ma position, je pouvais voir ma sœur.
et l'homme lui ne la voyait pas. Je lui ai donc fait un petit signe de la tête et elle a compris tout de suite, et elle monte pour appeler la police. 2 minutes après, la police était déjà là. C'est une assez petite ville et le commissariat est juste à côté. Les policiers nous éloignent et essayent de maîtriser l'homme qui ne se laisse pas faire. Quelques jours après ça, les nouvelles sont tombées. On nous a dit qu'il n'était pas connu des services de police et que ce n'était pas un homme dangereux. Il avait, semble-t-il, vrillé, et on ne sait pas pourquoi. Ma tante a décidé de ne pas porter plainte parce qu'il ne nous avait pas fait de mal et il n'était pas conscient de ce qu'il avait fait. On a appris par la suite qu'il avait été interné dans un hôpital psychiatrique. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour rien. Il a pu sortir quelques semaines et il est venu s'excuser auprès de ma tante en lui disant qu'il était vraiment désolé et qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait ça. Depuis, ma tante lui a pardonné et il vient même de temps en temps à l'épicerie acheter des trucs. Tout est bien qui finit bien. Et pour l'anecdote, sur la feuille sur laquelle il écrivait dans le bureau, il y avait une suite de chiffres. On n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Voilà, cette histoire est maintenant finie. Ce que j'aime plutôt bien dans cette histoire, c'est que ça finit d'une manière plutôt positive, on va dire. L'homme a pété un câble, mais apparemment pas trop grave vu qu'il a pu sortir de l'hôpital psychiatrique assez vite. Et le truc cool, on va dire, c'est qu'il est revenu pour s'excuser. Parce que mine de rien, ça a dû être choquant pour les petites. On passe de suite à la 3e histoire. L'histoire que je vais vous présenter, elle s'est déroulée en 2019 et c'est celle de Timothée. Il a 17 ans au moment des faits et il nous précise que ça l'a bien traumatisé quand même. Timothée, à l'époque, il vivait encore avec sa mère et son petit frère de 14 ans. Il nous précise qu'il vivait dans un grand appartement et qu'il y avait un portail électrique à l'entrée de la résidence qui était fermé à 23 h par la propriétaire. Pendant une journée du mois de juillet, il avait organisé sa fête d'anniversaire avec beaucoup de monde. Des amis, de la famille, des voisins, tout ça à l'extérieur dans le jardin de la propriété. Dans tout ce beau monde, Timothée il nous dit qu'il connaît tout le monde sauf 3 personnes. Il essaye donc naturellement de faire connaissance avec ces 3 personnes. 2 d'entre elles sont très gentilles, souriantes, aimables, sociables. Et au fil de la discussion, Timothée comprend que la 3e personne n'est pas du tout avec les 2 autres. Il nous dit que la 3e personne est très distante, elle a des cernes et les yeux un peu rouges. Et il a un regard vraiment pas sympathique. Timothée demande alors leurs noms et leurs âges histoire de faire connaissance. Les 2 premiers s'appellent donc Tom et Christine et ils sont très sympas. Et la 3e personne est un homme qui se prénomme Pascal. Il est froid et distant. Pendant toute la journée, Pascal reste dans son coin. Il mangeait mais il restait seul. Il parlait pas énormément et Timothée le trouve très louche. Mais bon, Timothée c'est quand même sa fête, du coup il passe à autre chose. Timothée nous dit aussi que la dernière fois qu'il a aperçu Pascal c'était aux alentours de 22 h 30. Il l'avait bousculé dans le jardin et Timothée était tombé. Après ça, il l'a plus jamais revu de la soirée. Il faut savoir que sa mère n'était pas là. Elle aurait aimé être là mais elle est infirmière, du coup elle a dû partir travailler. Son frère quant à lui était parti rejoindre des amis et il avait fini sa soirée avec des amis à lui et 2 voisins qui étaient gendarmes et pâtissiers. La soirée se termine, tout le monde s'en va. Timothée commence donc à rentrer chez lui quand il s'aperçoit qu'il y a 3 messages venant de son frère qui lui dit qu'il est parti dormir. Du coup Timothée monte au 4e étage avec tous les cadeaux qu'il a eus. Il cherche les clés dans sa poche mais il les trouve pas. Là il se dit merde, je pensais que je les avais prises. Il s'inquiète pas plus que ça, il est assez tête en l'air là-dessus. Coup de bol pour lui, son frère a laissé la porte ouverte, comme ça pas besoin de sonner et de le réveiller. Il pose ses cadeaux sur la table à manger et il voit d'ailleurs ses petites clés. Chose assez étrange puisque d'habitude il pose ses clés dans le panier à l'entrée. Bon, Timothée il est fatigué de la journée et il s'en préoccupe pas plus que ça. Il ferme la porte à double tour et il va voir un truc à la télé. Faut aussi savoir que Timothée il a un chat qui est généralement assez loin de lui. Le chat il est plus affectueux envers son petit frère. Le chat de Timothée c'est un chat classique et il aime avoir de l'attention et il dort généralement dans la chambre de son petit frère. Ce qui est bizarre c'est que le chat n'est pas avec son petit frère. Timothée il se dit tiens, c'est peut-être mon anniversaire, le chat il me fait une surprise. Après quelques temps passé devant la télé, Timothée décide d'aller dans sa chambre. Là, le chat il s'arrête et il commence à miauler en regardant Timothée dans les yeux. Timothée il se retourne, il regarde le chat et il se dit bon, allez je vais dans ma chambre. Sauf qu'au moment de rentrer, le chat vient et se pose devant lui. Et il le regarde toujours. Timothée il comprend pas trop, il se dit bon, il veut peut-être dormir avec moi, je sais pas. Timothée il va dans son lit, il laisse la porte ouverte, comme ça le chat peut venir s'il veut. Mais le chat il restait à l'entrée de la chambre à le regarder. Timothée il en peut plus, il s'endort très vite. Vers 3 h du matin, Timothée il se réveille. Il sent au niveau de sa main qui est hors du lit une petite léchouille.
suivi d'un petit miaulement. Timothée, il est à moitié réveillé, il est comme ça, il fait des petites caresses. Le problème, c'est qu'il ouvre un tout petit peu plus les yeux et il voit que le chat est encore devant la porte. Du coup, Timothée se dit, comment le chat peut me faire des léchouilles en bas de mon lit alors qu'il est là-bas? Timothée comprend quelque chose louche. Il a une idée. Il prend son téléphone sur sa table de chevet et il fait mine d'aller aux toilettes. Au passage, il caresse son chat d'une voix gaga. Bah tu veux à manger? Bah oui, t'auras à manger, attends-moi ici. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il va se cacher dans la salle de bain. Il appelle de suite la police et aussi le gendarme qui est son voisin. La police arrive quelques minutes plus tard. Sauf que la porte de Timothée, elle est toujours fermée à double tour. Timothée, il sort de la salle de bain en courant et il ouvre la porte le plus vite possible. Au moment où Timothée est sorti de la salle de bain, il a entendu un bruit qui venait de sa chambre. Timothée ouvre à la police rentre là-dedans et attrape le gars qui était là. Le gars qui est dans la maison, c'est Pascal. Oui, le gars chelou de la fête. Ce gars est recherché pour pas mal de trucs d'ailleurs. Vol, agression, meurtre, intrusion à domicile et viol. Depuis ce jour-là, Timothée, il fait que des petites fêtes et juste dans son appartement. Voilà, cette histoire elle est maintenant finie. Très creepy quand même. D'ailleurs, pour une fois, c'est pas un chien qui a l'honneur, ça y est, c'est un chat. Ah bah oui, le chat il essaye avec ses petites techniques, il peut pas sauter sur le mec et le mordre. Ma théorie, assez simple j'imagine, le gars l'a fait tomber pendant la fête si vous vous souvenez. Timothée avait plus ses clés, j'imagine que quand il l'a fait tomber, il l'a pickpocket, il lui a volé ses clés. Il est rentré dans son appartement, il s'est caché et il a fait son truc ultra creepy. Qui d'ailleurs, vu ses antécédents, aurait pu être bien plus grave. Heureusement qu'il s'en est sorti. Si vous avez une autre théorie, n'hésitez pas à me le dire. On passe de suite à la troisième histoire. Bonjour, je m'appelle Louise. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 3 ans. À ce moment-là, je suis conductrice de bus. J'ai une ligne principale que je tiens la journée, mais pas plus de 4 heures. Les journées se passent généralement calmement sur la ligne. Il y a très peu de personnes qui empruntent cette ligne, donc je suis relativement tranquille jusqu'à ce fameux jour. Un homme plutôt banal monte dans le bus, pointe son ticket et s'installe au milieu. J'ai une vue sur lui dans mon rétro intérieur. Au début, je me soucie pas du tout de cet homme. Et puis les arrêts s'enchaînent, mais cet homme ne descend pas. Bref, je fais pas plus attention et je continue mon travail que j'adore d'ailleurs. À un moment, j'arrive au terminus et ce mec est toujours dans le bus. Je me dis après tout qu'il s'est peut-être trompé et qu'il va s'arrêter à un autre arrêt dans l'autre sens. Mais vous vous doutez que non. Les arrêts se sont enchaînés et les heures aussi. Mais le mec était toujours dans le bus. Après mon service, je préviens mon collègue qu'il y a un mec un peu chelou dans le bus et qu'il veut pas partir. Bref, je rentre chez moi tranquille sans y penser vraiment. Mais j'aurais dû sentir la merde arriver. Après cet épisode, ce type revenait tout le temps aux mêmes horaires. Il montait dans le bus et attendait dans le bus. Puis un jour, j'ai entendu des bruits venant de son téléphone. Et ce n'était pas n'importe quel bruit. Et je peux vous assurer que ce type était en train de mater un film plus de 18 ans. Dans le bus. Je vous rappelle que peu de monde prend ce bus, donc je suis seul à ce moment-là avec lui. Bref, après cet épisode, j'étais pas rassuré non plus. Quel type peut mater un film plus de 18 ans dans un lieu public sérieux? Après cet épisode-là, il matait ses films absolument tous les jours, en me regardant de temps en temps. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise d'être seul avec lui. Quand il y avait quelqu'un d'autre dans le bus, il arrêtait direct tout et j'étais soulagé de ne plus être seul avec lui. J'en ai parlé avec mon collègue qui conduit aussi cette ligne et m'a expliqué que cet homme descendait toujours un arrêt après quand je finissais mon service. Et que pour lui, ce gars n'avait rien fait de particulier. Quand je prenais cette ligne, je me sentais de plus en plus mal à l'aise au point où j'avais plus envie d'y aller. Mais bon, faut bien gagner de l'argent dans la vie et je me suis juste dit que c'était juste un type un peu chelou. Un jour, l'une de mes pires journées d'ailleurs, le mec monte toujours au même arrêt de bus que d'habitude. Il se met à la même place et puis rebelote. Mais cette fois c'était différent. Je suppose qu'il a sorti son engin pour se faire du bien, car il y avait en plus de la vidéo des mouvements de la main et des gémissements. J'étais vraiment paniqué, j'étais dans un bus seul avec lui. Et là au loin je vois une personne qui voulait prendre le bus. J'ai accéléré et j'ai prié pour qu'il arrête ça tout de suite. Et c'est ce qu'il a fait. Mon Dieu que j'ai voulu embrasser la personne qui montait. Tout le reste du trajet s'est passé nickel. À mon terminus j'ai téléphoné à mon patron pour lui dire ce qui s'est passé et pour savoir si je pouvais changer de ligne. Il m'a demandé si j'avais des preuves pour qu'il contacte la police. Je lui ai répondu que non. Et oui, le bus que je conduisais était assez vieux, donc pas de caméra de surveillance. Heureusement que j'ai un patron assez cool qui m'a cru et il a décidé de me changer de ligne. Il m'a dit de prendre le reste de la journée et qu'il allait contacter mon collègue pour me remplacer. À ce moment-là, j'étais soulagé. J'ai pu rentrer chez moi et j'ai décidé de me détendre en prenant un bon bain et réfléchir à toute cette histoire, mais ce fut de courte durée.
Quelqu'un avait sonné à ma porte. Je voulais vraiment pas répondre car j'étais à moitié nu et j'avais qu'une serviette, mais je suis quand même allé regarder à l'œilleton. J'étais complètement terrifié. Ce type était devant ma porte, il savait où j'habitais. Je suis totalement paniqué. Il sonne de nouveau et là le mec crie. « Je sais que t'es là, je t'ai vu, ouvre-moi. Je t'ai vu prendre ton pied quand on était tous les deux dans le bus à chaque fois que je matais mes films. Allez, viens chercher ce que tu mérites. » J'étais totalement terrorisé et j'ai couru chercher mon téléphone pour appeler la police en leur expliquant tout. Le mec a continué à crier des obscénités et il a commencé à taper tout autour de ma maison en espérant rentrer quelque part. J'étais complètement terrifié. La personne au téléphone essayait de me rassurer en me disant qu'il avait envoyé une voiture. Mais le type était de plus en plus énervé et il a commencé à essayer de casser les vitres de la cuisine. J'ai décidé d'aller me planquer dans ma salle de bain à l'étage, en attendant les policiers, ce qui fut les 10 minutes les plus longues de ma vie. J'ai l'impression que ça a duré au moins 1 heure. Les policiers sont arrivés pile à temps car ce type avait réussi à casser la fenêtre et pénétrer dans la cuisine. J'ai entendu beaucoup de bruit qui venait de ma cuisine. J'ai supposé que les policiers l'avaient arrêté et 1 minute plus tard, un officier a tapé à la porte de ma salle de bain pour me dire que j'étais maintenant en sécurité et qu'ils avaient arrêté l'individu. J'ai porté plainte contre lui et j'espère qu'il restera en prison. Je ne conduis plus cette ligne aujourd'hui et je vais beaucoup mieux. Mais j'ai dû aller voir un psychologue après cette période. Voilà, cette histoire elle est maintenant terminée. Le mec il est ultra creepy, genre tous les jours il vient il fait ses trucs dans le bus, c'est quoi ça? Sachant qu'il passe jamais à l'acte contre elle quoi, il l'agresse jamais. Sauf qu'un jour il passe à l'acte. Ma petite théorie là-dessus c'est que d'ailleurs il a dû entendre au terminus quand elle appelait pour changer de ligne et tout. Et lui il s'est dit bah, tu sais quoi, allez j'en profite, c'est mon jour, bam. Voilà, après ça, moi j'ai plus les mots. Et les 3 histoires, elles étaient françaises, hein. Donc c'est même pas on est aux États-Unis, etc. Ça se passe en France. N'hésitez pas si vous avez aimé le contenu, le petit pouce bleu, vous le connaissez. Si vous n'êtes pas encore un petit pote, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et activer cette petite cloche, comme ça c'est sûr, au moins vous aurez une notif. Pour cette histoire qui est française, je vais vous la raconter à la première personne. Je m'appelle Thomas et j'ai 13 ans. Ce qui m'est arrivé s'est passé il y a 1 mois. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous décrire un peu ma chambre, le lieu de ces événements. Quand on a acheté la maison, chacun de mes frères s'est installé dans une chambre et la dernière disponible, celle qui m'a été attribuée, avait un dressing qui s'est transformé en salle de bain et des toilettes à coller. Dans la salle de bain, il y a une trappe qui mène derrière la cloison des toilettes. Mais à l'intérieur de ce mur, il n'y a pas d'isolation, donc toute la fraîcheur de l'extérieur peut s'y engouffrer. On a mis la douche dans un coin devant la trappe. La trappe est donc accessible. Pour reboucher un peu le creux à côté de la douche, j'ai placé une commode, mais il reste un passage au-dessus et à côté de la commode. Il y a 1 mois donc, je rentrais de vacances avec ma famille vers minuit à peu près, et pendant 1 semaine, plusieurs événements étranges et inquiétants se sont produits. Premier événement étrange, quand on est arrivé donc vers minuit et des bananes, la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Mais avec la fatigue de la route et étant donné qu'il y avait ma tante qui venait pour nourrir nos chats, on ne s'est pas inquiété plus que ça. On s'est demandé pourquoi n'a-t-elle pas fermé la porte? Est-ce qu'elle a oublié? Mais on est tous partis se coucher. Le lendemain matin, quand on s'est réveillé, second événement étrange, il n'y avait plus de bouteilles d'eau alors qu'on en laisse toujours à la maison. On avait pourtant fait des courses avant de partir en vacances, parce qu'on n'a généralement pas envie d'aller faire des courses direct après être rentré d'un long trajet. Bref, on se dit qu'on a dû oublier, mais avec la porte d'hier, on n'était plus très rassurés. Évidemment, on a pensé à la possibilité que ce soit ma tante qui soit passée par là. On a continué la journée et on s'en doutait. Il y a eu un 3e événement étrange qui s'est produit. Il y avait 6 bouteilles d'eau vides dans la poubelle. Mais rien d'autre. Pas de pot de yaourt, de paquet de pâtes vides ou autre. Donc difficile de croire que c'était effectivement ma tante qui était restée à la maison. Arrive ensuite le 4e événement étrange. J'arrive dans ma salle de bain pour prendre une douche et en ouvrant la porte, un courant d'air froid me prend d'un coup. La fenêtre de ma chambre n'était pourtant pas ouverte et le radiateur fonctionnait. Mais il y avait également la petite commode sur le côté de ma douche qui était plus en retrait qu'avant de partir en vacances. Bref, je prends ma douche et durant celle-ci, un 5e événement étrange. J'entends des petits bruits, comme des paquets plastiques qu'on froisserait. Je prends peur, mais je continue ma douche. L'idée que ce soit un de nos chats me passe par la tête. Mais quand je suis sorti de ma chambre, ils étaient tous sur le canapé. Je suis parti en trombe dans le bureau de mon père pour tout lui raconter. Mais il ne m'a pas cru. 6e événement étrange, la nuit, à de nombreuses reprises, je me suis réveillé parce que j'entendais des coups dans les murs. Comme quelqu'un qui s'étirait les jambes ou qui bougeait. Pendant 6 jours, après notre retour, tous les bruits continuèrent. Et en plus,
Des paquets de biscuits, d'autres bouteilles d'eau disparaissent. Mais certaines choses bougent aussi, comme des clés, des sacs, des couverts, des assiettes. Le 6e jour, ou plutôt la 7e nuit, un dernier événement se produit. Je me suis réveillé, cette fois-ci, pas parce que j'entendais des coups, mais parce que j'entendais mon parquet grincer. À ce moment-là, j'étais dos à la porte de ma salle de bain. J'ai ouvert les yeux tout doucement, j'ai réussi à apercevoir la silhouette d'un homme, dos à moi, qui marchait en direction du couloir, grâce à la lumière de mon réveil. Dès que je l'ai aperçu, j'ai directement fermé les yeux, parce que je pensais que c'était un cauchemar. Quand je les ai rouverts, j'ai vu ma porte se refermer, doucement. Quelques minutes plus tard, je entends la porte se rouvrir. Je referme les yeux rapidement. Après quelques secondes, je sens un souffle frais dans mon cou. Je tente ma chance et je lui donne un coup de poing. Non, pas du tout. Ça, c'était dans mes rêves. En réalité, j'ai flippé et je n'ai rien fait. Je n'ai fait qu'écouter. Je l'ai entendu aller dans ma salle de bain. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et quand j'ai entendu mon réveil, à 9 h, je me suis levé à toute vitesse et j'ai couru dans les bras de mon père, en pleurs, pour tout lui raconter. Sceptique, il ne m'a pas cru sur le coup. Mais quand je lui ai rappelé la suite d'événements, depuis notre retour en vacances, il s'est posé des questions et m'a finalement cru. On a appelé la police, puis quand ils sont arrivés, on les a menés à la fameuse trappe. Elle était légèrement entrouverte, et quand les policiers l'ont enlevée du mur, il y avait des paquets de biscuits, des bouteilles d'eau vides et aussi une montre que j'avais laissée traîner dans ma chambre. Et surtout, il y avait quelqu'un. J'ai assisté à l'arrestation de cet intrus. C'était un vieil homme qui s'était apparemment échappé d'un asile à une 60aine de kilomètres de chez moi. On attend actuellement la fin des travaux dans ma salle de bain pour définitivement condamner la fameuse trappe, qui fut la planque de cet intrus pendant plus d'une semaine. Je ne pense pas pouvoir redormir dans cette chambre. Le petit thread est fini, Thomas a été courageux. Je vous rappelle qu'il a 13 ans et qu'il a plutôt bien géré la situation, bien mieux que certains adultes. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Matthews. Matthews, il a 28 ans et il va souvent dans un magasin après son boulot pour acheter des cartes Pokémon. Il reste dans le magasin, il parle avec pas mal de gens et le gérant. Dans le magasin, il y a beaucoup de tables, ils jouent tous ensemble et ils se racontent des anecdotes sur Pokémon et des trucs du quotidien. Un vendredi comme les autres, il joue un petit peu aux cartes et un certain David essaye de lui voler un paquet de cartes dans son sac pendant qu'il joue. Matthews, il le remarque et il lui demande de lui rendre. David, il lui rend comme s'il n'avait pas fait exprès de lui prendre son paquet de cartes. Une semaine après ça, David, il demande à faire un échange à Matthews pour une certaine carte très rare. Il veut lui échanger pas mal de cartes contre une seule carte de Matthews. Matthews, ça l'intéresse pas du tout, cette carte, il l'a depuis plus de 20 ans. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un Dracofeu première édition en très bon état qui vaut donc plusieurs milliers de dollars. L'échange se fait pas, bon, c'est pas grave, chacun fait ses affaires dans le magasin et Matthews, il rentre chez lui. Ce soir-là, Matthews, il fait sa vie, il regarde Netflix et tout. Vers minuit, il sort son chien dans le quartier. Et c'est une belle soirée, donc il se dit « Allez, je suis en week-end, je vais dans mon jardin pour jouer avec mon chien et lui lancer son frisbee. » En arrivant dans son jardin, il comprend pas pourquoi, mais son chien, il se met à courir à toute vitesse sur quelque chose. Ça se passe très vite, mais il voit un gars escalader sa clôture pour se sauver. L'homme, il a une capuche, il fait tout noir, du coup, Matthews, il voit rien du tout. Matthews, il rentre chez lui, il regarde la caméra qui donne sur le jardin. Pareil, avec l'angle de la caméra et la capuche, impossible de voir qui c'est. Bon, Matthews, ça va, il est pas stressé. Il se dit qu'il est assez sportif et il a un berger malinois, donc il se dit qu'il est plutôt tranquille dans sa maison. Le lendemain, il sort du boulot, il va au magasin de cartes et il raconte la visite qu'il a eue cette nuit-là. Tous les gars autour, ils sont choqués et ils lui demandent si ça va. Matthews, il remarque que David, il est pas ultra concerné par le truc et qu'il s'en fout limite. Alors que tous ceux qui sont là, ils écoutent attentivement. Bon, après ça, il continue à jouer aux cartes et à la fermeture du magasin, Matthews, il va demander à David si ça va. David, il lui explique qu'il est un peu malade et qu'il va passer un test PCR bientôt parce qu'il pense qu'il a chopé le Covid. Matthews, du coup, il comprend vachement mieux pourquoi David, il est pas du tout attentif et il lui souhaite une bonne soirée. Matthews, il rentre chez lui et quand il arrive enfin dans son garage,
il voit une voiture se garer juste derrière lui. Il comprend pas trop le délire. Le gars sort de sa voiture à toute vitesse et il arrive devant lui. Le gars a une capuche, masque sur la tête, impossible de le reconnaître. Mais il voit que le gars tient dans sa main droite un couteau. À ce moment-là, le gars il est plus qu'à 50 cm de lui et il lui crie dessus en lui demandant son sac. Matthews il nous explique qu'il a beau être sportif ou quoi, mais le gars devant lui il a un couteau, il peut rien faire. Il commence à donner son sac quand flash, son chien saute par-dessus la clôture et percute le type. Et il commence même à lui mordre l'avant-bras. Le type essaye de se débattre et il commence à reculer à fond. L'homme il arrive à se dégager au moment où le chien se met à hurler de douleur. Matthews met une grosse droite à l'agresseur, mais il voit que son chien est pas très bien, donc il ne poursuit pas le gars. Qui lui d'ailleurs retourne directement dans sa voiture et part à fond la caisse. Malheureusement, le chien de Matthews, il a une plaie au niveau du ventre. Matthews, il met son chien dans sa voiture et il part vraiment en mode Fast and Furious à la clinique vétérinaire qui se trouve à l'autre bout de la ville. Flash, il est pris aussitôt en charge par les vétérinaires de la clinique. Matthews, il reste dans la salle d'attente pendant plusieurs heures, qui sont juste interminables pour lui. À un moment, il y a un vétérinaire qui vient le voir et lui dit que les signes vitaux du chien sont stables pour l'instant. Matthews, ça le rassure un peu, mais pas de ouf, normal. Flash doit rester à la clinique pendant plusieurs jours pour récupérer et pour que sa plaie ne se rouvre pas facilement. Du coup, Matthews il rentre chez lui pour chercher des petits jouets et des trucs à manger pour son chien. Et lui, changer son t-shirt qui a des traces de sang. 30 minutes après, il rentre chez lui, il est au rez-de-chaussée. Il remplit un sac avec les jouets et les petites friandises pour le chien. Après ça, il va à l'étage pour changer son t-shirt. Il rentre dans sa chambre, il se change pour retourner à la clinique. Il commence à descendre les escaliers quand il remarque que la porte de sa chambre d'amis, qui pour l'instant lui sert de salle gaming, est ouverte. Il sait que c'est pas normal car il doit absolument fermer la porte. Sinon Flash, il lui vole toutes ses peluches Pokémon quand il est pas là. Il s'approche doucement de la pièce et quand il pousse la porte, il voit que c'est un véritable bordel. Alors que d'habitude, tout est très bien rangé à sa place. Ces deux écrans de PC sont fissurés comme si quelqu'un avait mis un gros coup de poing dedans. Le PC est complètement ouvert et les composants jetés par terre. D'ailleurs, c'est pas la seule chose par terre. Des milliers de cartes Pokémon sont par terre. Matthews lève la tête et voit son étagère où est normalement rangée sa collection de cartes Pokémon dépouillée. La plus grande partie des classeurs contenant les cartes ne sont plus là, notamment ceux avec les cartes ayant une grande valeur. Il avait aussi d'autres objets Pokémon d'une grande valeur qui ont aussi disparu. Matthews ne comprend plus rien vu qu'en rentrant dans sa chambre, il a vu son tiroir contenant des montres et colliers qui ont un certain prix intact. En fait, mis à part sa pièce gaming, toute la maison, elle est nickel. Matthews n'est même pas tant choqué que ça. Il nous explique à ce moment-là que ce n'est que du matériel et qu'il gagne assez bien sa vie, donc il se dit que c'est pas grave. Et qu'à ce moment-là, il ne pense qu'à une seule chose, c'est Flash, son chien. Il repart de la maison, il prend sa voiture et il contacte son frère pour qu'il puisse venir chez lui et s'arranger avec l'assurance et les trucs administratifs, pendant que lui, il est à la clinique vétérinaire. Le lendemain, il décide de porter plainte. La police vient chez lui pour prendre sa déposition et constater les dégâts. La police demande à Matthews s'il a un système de sécurité et effectivement oui. Matthews, il leur montre les enregistrements et ensemble ils voient que 2 heures après être parti à la clinique vétérinaire, quelqu'un pénètre dans le jardin. Jean noir, sweat noir et masque, ainsi qu'un sac à dos noir. Ils continuent tous ensemble à regarder l'enregistrement et il n'y a plus rien. L'homme ne sort pas de la maison. La police vérifie l'enregistrement de la caméra de devant pour vérifier, mais non, toujours rien. En soudain, l'officier Williams dit « Ah tiens, il sort enfin !» L'individu est sorti 2 heures après être rentré, comme s'il avait pris tout son temps et qu'il savait que la maison serait vide toute la nuit. Matthews fait bien sûr le rapprochement avec l'agression qu'il a eue cette nuit-là. Il en informe la police et commence à comprendre l'entièreté de la situation. L'homme qui l'a agressé cette nuit-là
ne lui a pas dit donne ton portefeuille ou ton argent, mais bien donne ton sac. Sac qui contenait uniquement des cartes Pokémon, dont la fameuse carte très chère. Pendant son cambriolage, les seules choses qui ont été volées sont des cartes et objets de l'univers Pokémon. 3 jours plus tard, après avoir bien cogité sur les derniers événements, Matthews y pense avoir fait le lien et il a un suspect potentiel. Il va donc à la boutique pour trouver David et pouvoir lui mettre une grosse raclée pour ce qu'il avait fait à son chien. Quand il rentre dans la boutique, les habitués sont là et notamment David au fond du magasin. Matthews y sent qu'il va faire un malheur. La police n'avait trouvé aucun indice permettant de dire que c'était lui, mais Matthews il le savait au fond de lui. La façon dont se comportait David était bien trop évidente maintenant qu'il remettait tous ces détails dans l'ordre. Matthews marche dans le magasin et arrive à la moitié du chemin quand le gérant lui souhaite bonjour. Matthews lui répond vaguement quand soudain son sang se glaça. Un détail lui avait échappé. Il venait de voir l'une des personnes dans le magasin avec une paire de baskets très spéciales. Des baskets personnalisées à la main qui sont à l'effigie d'un Pokémon, en particulier Dracofeu, celui de la carte à plusieurs milliers d'euros. Matthews sort immédiatement du magasin et rentre chez lui. Il décide de regarder à nouveau les vidéos de surveillance. Et bingo, le cambrioleur a bien des baskets personnalisées Dracofeu, qu'il n'avait pas vraiment remarqué sur le coup car les images sont tournées de nuit et le pantalon recouvrait une bonne partie des baskets. Il décide d'appeler la police pour qu'il puisse écouter sa thèse là-dessus. La police décide de croire à son intuition et ils veulent comparer les empreintes de l'homme portant ces baskets personnalisées avec l'empreinte trouvée sur la porte de la chambre gaming. La police arrive chez Matthews et il l'emmène avec eux au magasin de cartes. Quand il rentre dans le magasin, une bonne partie des habitués sont maintenant partis. Mais Matthews voit quand même l'homme aux chaussures personnalisées. Il le désigne du doigt au policier et la police décide de l'embarquer pour faire les empreintes nécessaires au poste de police. Tout le monde sort de la boutique en voyant quelque chose d'inhabituel dans ce lieu et surtout car le magasin doit fermer. L'homme aux baskets personnalisées n'est autre que le gérant. Matthews n'est plus autorisé à être avec la police. Il décide donc de parler à David, celui qu'il croyait être le suspect au début. « Non mais tu te rends compte de ce qu'il a fait? Il a blessé mon chien et m'a cambriolé moi, son ami !» David lui répond alors « Ouais, je comprends pas pourquoi il a fait ça, c'est de la folie. » À ce moment-là, Matthews il est vraiment dégoûté, mais aussi soulagé d'avoir trouvé le vrai coupable. Il veut maintenant retourner voir son chien pour s'occuper de lui et il commence à dire au revoir à David. « Allez, je dois y aller. Flash m'attend à la maison, prends soin de toi. » Avant que Matthews ne s'éloigne trop, David lui dit « Au fait, je suis désolé pour ce que mon frère t'a fait. » Matthews se retourne, le sang bouillant, et regarde David et lui dit « Pardon? Ce mec est ton frère ?» David, il sent que Matthews, il est très énervé d'un coup. Et il lui dit en reculant « Pas exactement, c'est mon demi-frère. Il m'avait parlé de ce qu'il envisageait de faire, mais je le croyais pas capable de faire une chose pareille. J'ai essayé de t'aider. J'ai essayé de voler ta carte pour qu'il ne te fasse pas de mal. J'ai même essayé de te l'échanger, mais tu n'as pas voulu. » Matthews il se met à frapper l'arbre le plus proche et il dit à David « Tu es autant coupable que lui, tu aurais dû me prévenir ou prévenir la police. » Le sang de Matthews redescend un peu et il doit vraiment rentrer chez lui pour s'occuper de son chien. Une semaine plus tard, la police l'appelle et confirme que les empreintes du gérant et celui du cambrioleur sont les mêmes. Matthews est donc convoqué par la police pour se rendre dans l'appartement du gérant de la boutique. Bien entendu, dans le salon, la police ne tarde pas à trouver tous les objets volés chez Matthews. Il pourra les récupérer après toute la paperasse administrative de la police. Plusieurs semaines se sont écoulées, son chien Flash va beaucoup mieux, merci mon Dieu. Mais Matthews, il ressent comme un vide. Je vous rappelle qu'il avait l'habitude d'aller au magasin de cartes après son travail pour décompresser. Ça lui manque comme c'est fermé vu que le gérant de la boutique est maintenant en prison. Matthews décide de contacter le propriétaire du local pour louer l'endroit et se crée son propre magasin de cartes. Encore plusieurs semaines après ça, le bail est signé, il vient d'ouvrir son propre magasin de cartes et en plus de ça, son chien Flash est maintenant tout le temps avec lui.
Bon, qu'on soit clairement d'accord, quand j'ai lu le passage avec le chien, j'étais ému. Je sais pas vous, mais moi oui. Bon, cette histoire, elle est ultra intéressante parce qu'en plus, elle est d'actualité vu que les cartes Pokémon refont leur apparition, on va dire. Et il y en a qui sont prêts à tout, on peut le voir, pour des cartes qui valent très cher. Ils sont même prêts à trahir leur ami. Bon, après cette histoire, je vais faire quelques câlins à mon chien parce que ça m'a vraiment foutu les boules. Oui, c'est bien que tu sois là parce que la prochaine histoire, elle va t'intéresser. Et vous aussi. Chose très importante. L'histoire se déroule en Afrique du Sud et Mathieu nous explique qu'il vit dans une famille de classe moyenne. Selon lui, il est normal d'avoir des hauts murs de briques et des portes électriques, des clôtures électriques et des alarmes vu que le taux de criminalité est plus élevé là-bas. Il dit aussi que c'est plus courant d'avoir une femme de chambre et un jardinier pour la classe moyenne. La femme de chambre s'appelle Ellie et le jardinier Vince. Sa famille et lui sont de grands amoureux des chiens, ils en ont 6 au total, 2 Shar-Pei, 2 braques allemands et 2 teckels. Les chiens y passent leur temps dans le jardin et la porte de la véranda reste ouverte la journée. C'est arrivé en 2007 quand Mathieu avait 9 ans, son frère en avait 10. Ils venaient de recevoir leur premier téléphone, un cadeau de leur père. Ils ferment généralement la porte de la véranda la nuit, mais c'est une nuit très chaude, donc cette nuit-là, la porte de la véranda est ouverte. Son frère et lui, ils sont dans la chambre de ses parents en train de tester leur nouveau téléphone, avec Anne, la fille d'Ellie, qui est comme une grande sœur pour eux. Son père est quelque part dans la maison et sa mère, elle est dans le bain. Anne leur dit que les chiens aboient. D'habitude, les teckels, ils aboient beaucoup, mais très rarement les braques allemands. Là, ils comprennent que quelque chose cloche. Son père arrive dans la chambre et leur dit qu'il a aussi remarqué les aboiements incessants des chiens et qu'il va vérifier si tout va bien. Aucune alarme ne s'est déclenchée, son père pense que quelque chose ne va pas, son frère demande à venir enquêter avec lui, Mathieu préfère rester sur son téléphone. Il descend dans le jardin et remarque que les chiens sont tous groupés, grognant dans un recoin sombre en bas des escaliers. Les lampes du jardin ne s'allument plus alors qu'elles fonctionnaient hier. Son père le sent pas à cause de la façon dont les chiens agissent. Habituellement, les chiens reviennent en courant quand il les appelle, mais pas ce soir. Son père dit à l'aîné de retourner à l'intérieur pour prendre une lampe torche. Mais ce n'est qu'une excuse pour qu'il rentre, car il a un mauvais pressentiment. Quand son frère retourne à l'intérieur, son père s'approche lentement des marches et les chiens continuent d'aboyer. En arrivant sur les marches, il remarque qu'une lampe est brisée. Il descend les marches, mais il est trop tard. Son père, qui est un ancien vétéran, sent quelque chose de froid contre sa tempe. Il sait directement que c'est un pistolet. Choqué, il reste figé sur les marches. L'homme qui tient l'arme sur sa tête est immédiatement agressif et lui demande où est son fils et pourquoi il est rentré dans la maison. Son père répond qu'il est allé appuyer sur le bouton de la panic room. À ce moment-là, tous les hommes ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à parler dans une langue africaine appelée le zoulou. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que son père avait appris à parler le zoulou couramment, ce qui était rare pour un blanc. Le gars agressif qui tient l'arme dit en zoulou « Les flics seront là d'une minute à l'autre. Tuons-le, prenons tout ce que nous pouvons et partons. » Les autres semblent craintifs et l'un d'eux, plus petit, vraiment sur les nerfs, dit qu'il ne veut pas retourner en prison et qu'ils doivent partir le plus vite possible. Son père s'est ensuite nourri de la peur de ce type. Il les a interrompus en anglais pour leur faire croire qu'il ne parlait pas le zoulou. Il leur a dit qu'habituellement des patrouilles de véhicules armés circulent dans le coin et qu'ils seront là d'une seconde à l'autre. Son père a vu leur plan s'écrouler devant eux. Le petit gars effrayé commence à effrayer tous les autres gars, disant qu'ils doivent partir le plus vite possible, sinon ils se feraient choper. Il rend les autres plus nerveux et ils commencent à s'engueuler entre eux. L'agressif qui pointe l'arme sur la tête de son père l'abaisse quand ils commencent à se battre entre eux, en perdant de vue son père car il est concentré sur ses coéquipiers. Son père il profite de cette occasion pour remonter lentement les marches et se tourne vers la maison. Par chance, quand son père entre dans la véranda, son frère arrive avec une lampe torche. Il le prend sous son bras et s'est précipité dans la maison en oubliant de fermer la porte derrière lui. Anne, la fille de la femme de ménage, et Mathieu ne sont pas conscients de ce qui arrive. Son père se précipite dans la chambre, ferme la porte et leur dit de monter dans le grenier. Il leur explique qu'il y a 5 gars dehors avec des armes à feu et qui sont là avec de mauvaises intentions. Mathieu il sent que son corps y répond automatiquement et qu'il court dans les escaliers avec Anne juste derrière. Sa mère elle est sortie de la salle de bain en courant avec une serviette pas trop loin derrière. Ils sont assis dans l'obscurité et le silence total. Sa mère se maudit en disant qu'elle a pas de téléphone, mais heureusement Mathieu, il a son nouveau téléphone. La mère appelle la police, il demande où ils vivent,
La mère donne l'adresse et ils expliquent que ce n'est pas dans leur juridiction et raccrochent. La famille est terrorisée et aussi sidérée. Sa mère, elle s'énerve et c'est là que son père se rend compte qu'il n'a pas fermé la porte de la véranda et que Ellie et Vince sont dans leur chambre et ils ignorent le danger dans lequel ils sont. Son père leur dit qu'il va aller chercher Ellie et Vince, ils doivent rester cachés quoi qu'il arrive. Anne, elle est hystérique car elle se rend compte que sa mère est en danger. Son père entend encore les chiens aboyer, ce qui indique que les hommes sont encore dans la propriété. Sa mère, elle appelle à un autre numéro, celle de la sécurité armée qui conduit autour de la zone. Ils disent qu'ils seront là dans 10 à 15 minutes et qu'il faut se cacher en attendant qu'ils viennent. Ils attendent tous, en silence, craignant d'entendre un coup de feu ou quoi que ce soit indiquant que ces hommes sont dans la maison. Le silence règne. Le seul bruit est celui des aboiements des chiens dehors. Après ce qui semble être des heures, en réalité quelques minutes, ils entendent des pas dans les escaliers et leur rythme cardiaque s'accélère. Mathieu y ferme les yeux et prie pour que ça soit son père avec Ellie et Vince. Heureusement, c'est eux. Ils se sont tous cachés pendant un moment, personne n'a osé parler. Les chiens semblent se calmer, mais aboient encore de temps en temps. L'interphone de la porte sonne et son père leur dit d'attendre pendant qu'il vérifie si c'est la compagnie de sécurité. Et ça l'est. Il ouvre la porte et le cauchemar se finit. La sécurité commence à enquêter sur le jardin. Ils découvrent 7 paires d'empreintes de pas et qu'ils ont plié les piquets sur le mur et ont grimpé par-dessus. Il y avait donc 2 autres gars cachés dans l'ombre que son père n'avait pas vus. Par la suite, ils ont fait installer une clôture électrique. Les policiers leur ont dit que le fait qu'ils soient aussi nombreux, ça indiquait qu'ils avaient peut-être des intentions sinistres. Depuis ce jour-là, toute la famille a gâté les 6 chiens. Ils sont morts depuis cette histoire, mais on pense à eux. Impy, Chuto, Dash, Fudge, Wrinkles et Pikachu. Ouf, cette histoire, elle est finie. S'il y a bien. Je sais pas si vous vous rendez compte de la présence d'esprit du père qui leur a fait croire qu'il y avait une panic room. Alors que c'était du pur bluff. En plus de ça, il parle zoulou et ça a vraiment bien aidé. Je sais pas ce que vous auriez fait à sa place. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Bon, je vous vois venir. Me dites pas que vous alliez tous les défoncer. Je vous rappelle qu'ils étaient 7 hommes armés. N'oubliez pas de vous abonner et le petit like. Et nous, on se retrouve pour un prochain thread d'horreur. Tous les potes.